Bonjour à tous et bienvenue sur Ciel TV. Aujourd'hui, nous allons parler de l'emballage du futur. Alors, les problèmes écologiques, les normes de plus en plus contraignantes, les nouveaux aliments et les nouveaux modes de consommation, de production poussent à la réflexion sur les emballages. Alors, comment créer de nouveaux emballages répondant à toutes ces contraintes? Quel rôle joue-t-il pour le consommateur? Où en sont les innovations? Voilà toutes ces questions auxquelles nous allons tenter de répondre avec mes invités. À commencer par monsieur Guillaume Latourette. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes directeur marketing zone Europe et Asie chez Tetra Pak. Absolument. Et puis, en face de vous, nous avons Guy Michel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur commercial de Europlastic. C'est ça. Et puis, on parlera dans un instant de vos innovations et sur la chimie verte. Vous verrez dans un instant, c'est passionnant. Et puis, Christian Guellerin. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes DG de l'école de design Nantes Atlantique depuis presque 20 ans et président de France Design Éducation. Alors, dites-nous, en 2015 et en 2016, vous faisiez partie, enfin on est toujours en 2016 d'ailleurs, des 50 qui font l'innovation. Alors, aux côtés de personnalités scientifiques, des inventeurs, des start-upers, des stratèges ou encore des agitateurs d'idées, de quelle manière est-ce qu'on devient l'une des personnalités préférées de l'innovation en France ? Écoutez, j'ai la chance de travailler avec 1300 étudiants qui sont plus intelligents que moi et qui tous les jours innovent, travaillent avec des entreprises, proposent des nouvelles idées, des nouveaux concepts et font des choses qui, personnellement, pour lesquelles je ne savais pas qu'elles existaient hier ou qu'elles étaient possibles. Donc, je fais partie de cette école et je la représente. Mais en fait, ce sont mes étudiants qui sont les véritables innovateurs. En fait, on a développé un concept d'école de design depuis 15 ans où on s'est affranchi un peu de la création pour aller vers l'innovation. Nous sommes devenus des centres d'innovation. La création, ce sont les imaginaires. C'est devenu un moyen pour nous de passer par les imaginaires, par les fantasmes quelquefois, jusqu'à l'innovation, des projets tangibles. Et on a mis tout ça au service des entreprises et de la société en général. Et on a notamment créé un laboratoire qui s'appelle Nouvelles pratiques alimentaires, où on travaille sur les transitions protéiques. Alors très rapidement, comment on va passer de la viande aux insectes et comment représenter les insectes pour qu'ils deviennent acceptables d'en manger. D'accord, oui. Et puis, on travaille évidemment sur le packaging, l'évolution du packaging. Ouais, on a l'impression quand même qu'on est dans un tournant en ce moment sur l'innovation des emballages. On en est où aujourd'hui ? Écoutez, moi je peux vous dire ce qu'on fait dans une école de design aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a ici des tas d'industriels avec du packaging qui sont plus compétents que moi. Ce qu'on fait dans une école de design plus exactement, on travaille sur le no packaging, oui. C'est-à-dire quels sont les nouveaux matériaux qui vont nous permettre de nous affranchir du packaging, donc les alginates d'algues. Vous prenez une soupe, dans un alginate d'algues, vous mettez ça dans une casserole à 100 degrés, l'alginate se dissout et fait le liant de la soupe, donc vous n'avez plus de packaging, vous l'avez mangé. Donc voilà le type de projet que nous pouvons avoir. D'autres travaillent sur les champignons qui vont effectivement se substituer au carton et au papier pour ce qui est de l'emballage. On travaille évidemment sur... Beaucoup d'industriels viennent nous voir en disant comment on s'affranchit de la grande distribution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai 5 clients majeurs qui s'appellent Carrefour Auchan, Système U, Intermarché et d'autres. Comment, par les réseaux sociaux, je peux toucher ma clientèle finale et m'affranchir de la grande distribution. Et là, évidemment, se pose la question de la logistique, se pose la question du packaging, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut renseigner sur le packaging dès lors qu'on ne passe pas par la distribution. Et comment on va adapter le packaging à des nouveaux modes de logistique. Notamment, on travaille à Shanghai, par exemple, sur la livraison par drone, parce que Shanghai a circonscrit tout un quartier où on livre par drone. Donc, qu'est-ce que ça augure de l'évolution du packaging? Alors, à la fois en termes de fonctionnalité, mais à la fois aussi en termes de services nouveaux. Et puis, on travaille évidemment sur le packaging connecté. Alors, on est plutôt disruptif, nous. C'est-à-dire que le packaging connecté, tous les industriels se posent la question de je photographie un QR code et quelles sont les informations que ça va me donner supplémentaires.
Nous, on est un peu, un peu en avance par rapport à ça, ou je ne sais pas si c'est en avance, mais enfin dans d'autres réflexions, par exemple, vous ouvrez un can de Coca-Cola à 17h dans n'importe quel bar et immédiatement tous vos réseaux sociaux savent que vous buvez du Coca-Cola, qu'il est 17h et que tout le monde peut vous rejoindre. L'hyperconnexion. Voilà. Qu'est-ce qu'on appelle un bon designer d'emballage alimentaire ? C'est un bon designer en général, c'est aujourd'hui quelqu'un qui est en capacité de mettre autour de la table à la fois l'état de la recherche dans les sciences de l'ingénieur, dans le marketing, les sociologues, les philosophes. C'est-à-dire que quand on passe de la viande aux insectes, on est obligé de se poser la question, évidemment, de travailler avec des biologistes, c'est la moindre des choses, mais on est obligé de se poser la question des sociologues, parce que est-ce qu'il est acceptable dans nos cultures de manger des insectes ? Donc on est obligé de se poser la question de la représentation des animaux. Vous allez dans les gens qui ne sont pas habitués à ça, vous allez simplement dans une boucherie, dans une charcuterie, vous verrez que tous les animaux sont représentés vivants, oui, à l'exception du gibier. Enfin bon, donc il y a un sens à donner à tout ça. Donc on est obligé effectivement de mettre autour de la table des ingénieurs, des marketeurs, des sociologues, des philosophes, enfin bon, et se poser la question. Et puis de l'autre côté, des industriels qui ont des besoins et qui se posent la question de comment on va vivre dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans. C'est-à-dire que quand Carrefour vient nous voir, ils viennent nous voir en nous disant bah oui, on a un problème parce qu'on ne sait pas si demain matin, un magasin tel qu'il est organisé aujourd'hui avec des paquets en rayon et des facings, ben on ne sait pas si ça va exister encore. Oui, bien sûr. Voilà. Bon, je vais poser la même question à Guillaume Latourette sur ce qui est un bon emballage alimentaire. Alors, je vais être un petit peu plus technique que vous. Mais bref quand même, parce que vous savez qu'on n'a pas beaucoup de temps. Je vais être très rapide. Je vais compléter ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, vous êtes dans un côté recherche. Nous, on est dans la partie qui est mise en œuvre industrielle. Donc, pour faire très simple, un bon emballage, c'est d'abord un emballage qui ne génère pas de coûts, voire aujourd'hui, compte tenu de la compétitivité de toute la chaîne de valeur, c'est un emballage qui va retirer des coûts de la chaîne de distribution. D'accord. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est un emballage, comme vous l'avez dit, qui va être fonctionnel, qui va bien verser, qui va bien s'ouvrir, qui va avoir une bonne prise en main. Et c'est aussi un emballage qui va permettre de la différenciation avec des nouvelles formes. Je vous ai apporté quelques échantillons ici. Alors, montrez-les-moi. Apportez-les-moi comme ça, moi, je vais les montrer en caméra. C'est un emballage, il y a l'intégralité des gens qui sont assis ici qui connaissent la brique tétrabrique. Je vais la montrer à la caméra. On a rajouté un nouveau prisme sur cette brique de manière à pouvoir, à l'aide de l'impression, de la forme, des designs, aider nos clients à se différencier. Il y a la petite paille ici. Voilà. Donc voilà, différenciation très important. Le troisième point, c'est l'environnement. Un emballage doit tenir en compte l'environnement au niveau recyclage, au niveau utilisation des matières renouvelables. C'est indispensable, c'est vraiment un must. Et le troisième point, on en reparlera tout à l'heure. Oui, bien sûr. On va les mettre ici comme ça à la caméra. Cet emballage, c'est un emballage qui s'appelle Tetrarex et qui est 100% à base de matériaux qui sont renouvelés. Le carton, le plastique, tout est à base de matériaux qui sont ça, c'est le Tetrarex. C'est lui le Tetrarex. Qui a été lancé en 2015. Tout à fait. 2015 lancé, aujourd'hui plus de 100 millions d'emballages, 11 clients, 9 awards et qui continue de grandir tous les jours parce que... Donc l'accueil est formidable parce qu'on est vraiment dans cette tendance-là. Hein. Tout à fait. Avec cet emballage-là, vous avez réduit votre empreinte carbone de 30% par rapport à des plastiques normaux. D'accord. Le dernier point très important pour un bon emballage, c'est la sécurité alimentaire. Oui, parce que c'est le pilier de l'industrie agroalimentaire. Vous le mettez en troisième, mais c'est presque l'essentiel, non ? Alors, nous, les 4 piliers sont tout aussi importants les uns que les autres. D'accord. On est en train d'en créer un 5e, et je reviens à ce que vous disiez, et vous allez en parler, c'est le digital, qui est qu'aujourd'hui, la fonction de l'emballage, nous, telle qu'on la voit, elle est proche de vous. Ce sera un vecteur d'information tout au long de la chaîne de valeur. Il connectera les différents acteurs. Et on travaille sur les mêmes choses que vous, non pas sur un QR code, mais sur des solutions encore plus sophistiquées qui permettent de lire toutes les informations sur l'emballage et de se connecter avec l'intégralité des acteurs. Lié à l'industriel directement ou ce sera indépendant ? Non, ce sera un open system mais qui permettra à tous les acteurs de la chaîne de valeur d'avoir les informations, aussi bien les consommateurs en amont que les producteurs en aval et de transmettre de l'information. Donc ça, c'est des choses qui vont arriver très très vite et sur lesquelles nous, on travaille activement. Alors vous vous êtes toujours en association avec Alliance Carton Nature, où vous êtes lancé un défi de passer de 8% d'emballage recyclé en 2000 à 48% en 2015. On en est où aujourd'hui ? J'ai le grand plaisir de vous dire que nous avons atteint notre ambition. Donc on est aujourd'hui à peu près à un emballage recyclé sur 2 en France. Super. Pour vous donner une idée, depuis 2007, ça représente plus de 200 milliards d'emballages dans le monde qui ont été recyclés. Et en France, c'est 1 sur 2.
Donc pour nous, c'est très important, c'est un de nos 3 piliers dans l'environnement, avec un autre pilier qui est très important, dont je pense que vous allez parler, qui est l'empreinte environnementale et notamment les émissions carbone, sur lesquelles on travaille, nous, énormément, pour réduire l'empreinte des émissions carbone. Je vous donne un chiffre. Depuis 2010, Tetra Pak a augmenté sa production de 15% et a réduit son empreinte carbone de 15%. Donc le défi est relevé, magnifiquement relevé d'ailleurs. Merci. Vous fabriquez aussi des machines industrielles qui assurent le remplissage alimentaire. Quels sont vos objectifs dans ce domaine? C'est très simple, c'est lié à ce qu'on vient de dire. D'abord et avant tout, la sécurité alimentaire et sécurité d'exploitation. Ensuite, l'environnement, réduire l'empreinte énergétique, la gestion de l'eau, très très important. Le coût. Alors, je vous donne un chiffre. Aujourd'hui, nos machines les plus rapides tournent à 24 000 emballageurs. On est en train de mettre sur le marché des machines qui vont à 40 000. Donc, on est vraiment dans une rupture technologique. Et la flexibilité, très très importante, avec la même machine, être capable d'avoir différents formats, différents bouchons. Donc, voilà nos principaux axes d'innovation dans les équipements. Alors, j'ai l'impression qu'on attendait avec impatience l'intervention de Guy Michel, parce que les invités ici faisaient référence à ce dont nous allons parler maintenant. Rappelez-nous en quelques mots et en quelques chiffres ce qu'est Europlastic. Alors, Europlastic, c'est une PME. Nous transformons des matières plastiques, comme le nom l'indique, monomatière, polypropylène. C'est 80 personnes situées à Laval et depuis une 50aine d'années. D'accord. Voilà. Les marchés principaux sont les marchés du traiteur, plat cuisiné, snacking, etc. D'accord. Et alors aujourd'hui, est-ce que le plastique, c'est pas un peu ringard? Alors, le plastique, c'est aussi ringard que pourrait l'être le verre ou le carton. Ça n'a pas de sens de dire que le plastique est ringard. C'est très innovant. C'est toujours un des domaines d'innovation principaux, quand même. À la fois dans le matériau, à la fois dans les fonctions qu'on peut apporter avec le plastique, qu'on peut faire apporter à l'emballage, et à travers la communication, justement, les systèmes connectés qu'on peut imaginer sur des supports en plastique. Alors on parle ici de l'emballage du futur. Qu'est-ce que le plastique peut apporter à l'emballage du futur? Le plastique dans l'emballage du futur, c'est d'abord, par rapport au mode de vie des consommateurs, c'est davantage de fonctions. C'est davantage de fonctions. Quand on met 1 gramme de plastique, on cherche à le rentabiliser sur le point de vue consommation le plus possible. Donc on va ajouter, c'est ce que j'ai apporté ici, on va ajouter sur un emballage qui semble banal, une fonction de refermeture. Comme ça, je vais le montrer en caméra. C'est Fabio qui va sans venir couvercle. me le prendre. Donc vous pouvez ouvrir et refermer, ça se clip automatiquement. Voilà. Ça, c'est la fonction charnière du polypropylène. Rien d'autre. Ici, on apporte 2 accessoires pour l'utilisation de l'emballage, c'est-à-dire pour tartiner les produits. Ces accessoires donc, se détachent. Ça n'est pas 1 gramme de plus, c'est juste des fonctions supplémentaires. Au titre des fonctions supplémentaires, maintenant, il y a bien sûr le digital. Oui. Bon, l'emballage connecté, les fonctions support de communication, les fonctions conviviales dont on vient de parler. Aujourd'hui, l'emballage moderne ne peut pas se dispenser de ça. Enfin, le moderne aussi, c'est le plastique biosourcé? Alors, le plastique biosourcé, oui. Le plastique biosourcé, C'est quoi la définition exacte? Biosourcé, c'est-à-dire, ça vient de la nature, bio, à ne pas confondre avec biodégradable. Hein. On utilise des matériaux renouvelables qui sont présents dans la nature. Alors, soit on les cultive sur des zones vivrières, ça existe. Soit on essaie de les développer sur des zones non vivrières, et notamment donc sur des effluents, des tourteaux récupérés de l'industrie, les déchets de l'industrie agroalimentaire. Ça peut être animal comme végétal? Oui, bien sûr. D'accord. Alors parlez-nous maintenant de Blue Eco Fa. Alors Blue Eco Fa, la terminaison c'est PHA. PHA, oui. Blue Eco, donc c'est dans la Blue Economy. C'est un matériau du futur. Nous y travaillons maintenant depuis 7 ans. Et on peut considérer qu'on est à peu près à mi-chemin d'aboutir. Ça avance très bien. Nous avons produit, quelques kilogrammes de matière et commencé à les transformer. Donc on est dans la phase proto-industrielle. Schématiquement, il s'agit d'un matériau qui est produit par des bactéries.
bactéries marines dont les souches ont été sélectionnées, que l'on fait développer hors sol. D'accord. Voilà, que vous développez vous-même. Alors là, nous sommes en partenariat avec l'Université de Bretagne. Donc en laboratoire, l'Université de Bretagne a produit sur des substrats issus des déchets industriels collectés, donc a produit des bactéries. Ces bactéries, on en récupère le matériau, en fait c'est l'ADN tout simplement, que l'on polymérise et on en fait un matériau d'emballage. D'accord, du plastique. Du plastique. D'accord, voilà. Du plastique biosourcé du coup. Alors parfaitement biosourcé, qui ne rentre pas en compétition avec les cultures vivrières et qui peut être produit avec des micro-industries localement à proximité en fait des pôles d'utilisation. D'accord. Quels sont ces avantages, ces inconvénients? Est-ce qu'il n'y a pas les défenseurs de l'écosystème qui vous tombent dessus? Alors, dans ce que nous recherchons avec Blue Ecofa, nous recherchons la pureté du matériau, bien sûr. La santé du consommateur est le central, mais nous recherchons aussi la pureté du process. C'est-à-dire que pour réaliser le matériau dit Blue Ecofa, nous n'utilisons pas de solvant violent. D'accord. Donc, nous n'avons pas de problème pour l'instant avec les associations locales. On souhaite que ça ne vous arrive pas. Est-ce que c'est déjà commercialisé? Non, il faut encore attendre quelques années. Nous sommes sur une voie très très encourageante. Je parlais de quelques kilos produits. Pour passer à la phase industrielle, il nous faudra encore patienter un petit peu. Mais c'est déjà un succès. Voilà. D'accord, on y arrive. Monsieur Gallerin, qu'est-ce que vous pensez de ce concept? Bah, écoutez, c'est l'avenir. Non, moi je voudrais simplement, nous on travaille sur le no packaging évidemment, on est établissement d'éducation, donc on a une mission de recherche et une mission d'essayer d'être 5 ans, 10 ans, 15 ans en avance probablement. Mais je crois qu'il faut, dans cette affaire, il ne faut pas faire de morale, c'est-à-dire que c'est une très belle entreprise, Europlastic, qu'on connaît bien, qui est pas loin, qui est dans notre région, qui génère de la valeur ajoutée, qui fait vivre des tas de gens, qui cherche effectivement des nouvelles solutions parce qu'il y a une conscience écologique qui est en train de monter. Enfin, le travail qu'ils font est parfaitement vertueux, donc tant mieux. Donc, s'ils trouvent des nouveaux matériaux biosourcés ou qui effectivement coïncident avec l'exigence qu'on doit avoir, c'est comment on sauve la planète, moi je trouve ça absolument formidable. Ça représente l'emballage de l'avenir pour vous? Évidemment, oui. Est-ce que Tetra Pak est prêt à utiliser ce genre de matériaux? Vous l'avez là. Voilà, ça, c'est du biosourcé. Ça, c'est du bio. Le bouchon, la chimie verte, comme on dit. C'est de la chimie verte. Ça vient de canne à sucre. Et cet emballage est à base de matériaux renouvelés parce que nous utilisons du plastique biosourcé. D'accord. Alors il est là, il est devant vous. Vous m'avez posé la question, vous l'avez. Vous pouvez presque le manger si vous avez faim en fin d'après-midi. Alors je vous avouerai que quand j'étais petite, je mangeais beaucoup de carton. C'est vrai en plus. Donc là, je vais m'y mettre. Enfin, j'ai trouvé du carton comestible, donc c'est parfait pour moi. Quelles sont les difficultés qu'on rencontre quand on met en place ce genre de nouveaux produits? Les difficultés sont multiples. D'abord, la recherche de fonds pour mener une recherche fondamentale. Et puis ensuite... Financière, oui, bien sûr. Et puis ensuite, une fois que la sélection des bactéries est faite, le développement des bactéries et que le modèle est posé, nous avons quand même, comme à la limite comme en pharmacie, nous avons presque une dizaine d'années pour homologuer un produit, pour s'assurer qu'il n'ait aucune nuisance, aucun inconvénient sur le plan de la santé du consommateur. Oui, bien sûr. Bon, merci messieurs. Est-ce que vous avez un petit mot pour conclure? Moi, j'avais un petit projet à montrer. Le projet, la photo de vos designers, oui, on va la montrer tout de suite. C'est vrai qu'on voulait la montrer. Voilà. Alors, parlez-nous-en de on a été sollicité pour vous montrer le travail qu'on fait dans une école de design. On a été sollicité par les viticulteurs du Muscadet qui ont des difficultés à vendre un vin qui s'appelle le Muscadet, qui est un vin sur un territoire qui est dans l'Ouest. Et ils sont venus nous voir en nous disant: est-ce que vous pouvez nous aider à revoir le packaging? Et en fait, le problème qu'ils avaient, c'est qu'ils n'arrivent pas à sortir. Ils n'arrivent pas à sortir de ce qu'est une bouteille, c'est-à-dire on la pose sur la table. Les embouteilleurs vous disent, eh bien, il faut que ce soit posé, voilà. Bon. On dirait presque du parfum là. Eh bien, comment on sort effectivement des codes
Et là, on a travaillé en fait avec une autre problématique qui était pour la Poste. La Poste est en train de se poser la question de savoir comment ils vont livrer. Et on s'est posé la question d'une bouteille qui serait livrée dans la boîte aux lettres. Et donc, à partir de ce moment-là, elle est plate. Ce qui est assez intéressant dans la démarche du designer, c'est qu'elle est contraire à celle du marketing parce qu'aucun marketeur vous dira qu'une bouteille peut être plate. Parce qu'il vous dira, il n'y a pas de besoin. Et en fait, vous avez réussi à prouver le contraire. Et donc, effectivement, on travaille sur une bouteille plate. Et voilà une bouteille qui, aujourd'hui, sert des échantillons qui permet d'être envoyée par la Poste et de revoir la chaîne de distribution, puisqu'aujourd'hui, on va dans les foires au vin. Et là, on peut se faire livrer des échantillons de vin grâce à cette bouteille plate. Bon, c'est parfait, félicitations. Merci messieurs d'être venus nous parler de l'emballage du futur. Et dans un instant, un autre sujet, nous allons parler de l'alimentation des jeunes seniors, puis des seniors un peu plus âgés. Allez, à tout de suite.